Ok. Bon, on va commencer alors cette conférence, cette première conférence sous le format Balance ta thèse. Donc, cette conférence vous est présentée par l'association Terre à Terre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'association Terre à Terre, on est l'association écologiste de l'ENS Paris-Saclay. Donc, voilà, on est une association étudiante, on organise des conférences. Et en l'occurrence, cette année, donc a priori, là, vous devez voir mon écran, on a organisé un cycle de conférences qui s'appelle Comment vivre dans un monde déréglé/dérégulé. Et c'est donc dans ce cycle de conférences de l'année qu'on s'inscrit aujourd'hui. Donc, on en est dans le volet alimentation en ce mois d'octobre 2021. Donc, aujourd'hui, on est là effectivement pour parler d'alimentation, mais dans un format un peu particulier, puisque on va vous présenter des thèses. Hop, je vous partage à nouveau mon écran. On va vous présenter 3 thèses. Est-ce que vous voyez bien les 3 thèses? Oui, ça se voit bien. Super. Alors aujourd'hui, on accueille donc 3 thésards qui ont accepté de venir pour nous présenter leur thèse qui donc tourne autour des enjeux écologiques, mais dans le domaine de l'alimentation. Donc tout d'abord, on accueille Tierno Bokar Diop. Bonjour, Tierno Bokar. Bonjour, Merci d'être venu. merci à vous pour l'invitation. Merci à vous. Et ensuite, on accueillera Frédéric Ouedraogo qui nous présentera sa thèse en deuxième. Bonjour Frédéric. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et enfin, on écoutera Arnaud Lamy. Bonjour Arnaud. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci à vous trois d'être venus. Donc chacun de vous trois, chacun de ces 3 thésards aura 15 minutes pour présenter sa thèse. Ensuite de quoi on aura encore 15 minutes, voire un petit peu plus pour poser des questions. Donc ça nous fait 1 heure pour 3 thèses et plein d'idées. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer plus que ça. On va tout de suite passer aux thèses. Donc je vais vous laisser partager votre écran. Donc on commence avec la thèse de Tierno Bokar. Ça doit être bon là? Ouais, c'est bon. Parfait. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Tierno Bokar Diop et présentement, je suis doctorant à l'INRAE au sein de l'unité mixte de recherche César à Dijon. Et j'étudie principalement les effets des politiques publiques, à savoir les politiques publiques qui visent à réduire l'impact de l'agriculture sur l'environnement, sur les performances économiques et les performances environnementales des exploitations agricoles. Donc, l'enjeu de cette thèse part de l'observation qui est faite depuis quelques années, que l'agriculture produit de plus en plus d'externalités négatives, donc des effets négatifs sur l'environnement, avec notamment les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des effets sur la santé avec l'utilisation d'intrants polluants accrus par les exploitants agricoles, donc ce qui impacte sur la qualité des produits et donc sur notre alimentation quelque part. Et donc, la présence de ces externalités négatives-là fait appel à l'intervention des politiques publiques, justement pour réduire l'impact négatif de cette agriculture-là sur l'environnement et de mettre en place des mécanismes de compensation. Donc, on a l'intervention des politiques publiques, justement, pour corriger ces externalités-là via des incitations qui vont être, la plupart du temps, des incitations financières. Donc, ces interventions-là ont comme objectif, tout d'abord, d'améliorer la productivité agricole tout en préservant l'intégrité environnementale. Donc, cela passe notamment par une utilisation plus efficace des intrants polluants, donc en ce qui concerne les pesticides, l'énergie, les engrais, les produits phytosanitaires, sans pour autant compromettre l'activité économique des agriculteurs. Donc, pour répondre justement à ces défis-là, on a un ensemble de mesures proposées par les politiques publiques, notamment l'Union européenne, qui a mis en place les mesures agro-environnementales. Donc, on a les mesures agro-environnementales qui sont des paiements versés annuellement aux agriculteurs pour les changements de pratiques vers des pratiques maintenant plus vertueuses en termes d'environnement. Donc, on sait que les pratiques plus vertueuses en termes d'environnement génèrent des coûts additionnels.
Et l'idée de ces politiques publiques-là est justement de compenser ce coût additionnel lié à ce changement de pratique et donc de permettre à plus d'agriculteurs d'adopter des pratiques plus vertueuses au sein de l'environnement. Donc, ce sont des mesures volontaires. On laisse le choix à ces agriculteurs-là d'adopter ou non ces MAE. Donc, d'un autre côté aussi, on a ce qu'on appelle les paiements verts, qui sont maintenant des paiements directs versés aux agriculteurs pour qu'ils respectent certaines pratiques jugées bénéfiques pour l'environnement. Donc, on a par exemple tout ce qui concerne la diversité culturelle, donc l'introduction de cultures supplémentaires dans la rotation, donc avec ses effets négatifs en termes de stockage de carbone. Mais aussi, on a l'ensemble des conservations des prairies permanentes et temporaires et des surfaces d'intérêt écologique qui ont un intérêt avéré en termes d'environnement. Donc, on a ces incitations financières qui sont mises en place par ces politiques publiques-là. Et du coup, l'idée de ma thèse est justement d'analyser les effets de ces politiques publiques mises en place, à la fois sur les performances économiques et les performances environnementales des exploitations agricoles. Donc, en premier lieu, ce que je voudrais mettre en évidence dans ma thèse, c'est le lien qui existe entre performance environnementale et adoption des MAE. Cela veut dire qu'on essaiera de voir si le ciblage de ces politiques publiques-là est très bien fait ou pas. Est-ce que vraiment ce sont les agriculteurs qui polluent le plus qui reçoivent ces subventions-là ou qui sont plus incités à recevoir ces subventions-là pour réduire leur impact sur l'environnement? Et en deuxième lieu, il s'agira de répondre à la question, est-ce qu'on a un arbitrage ou une synergie entre les performances économiques et les performances environnementales des exploitations agricoles à la suite de la mise en place de ces politiques-là? Donc, les méthodologies employées dans le cadre de ma thèse sont principalement les méthodes de frontières stochastiques de production pour calculer tout ce qui concerne les performances, à la fois les performances économiques et quelque part aussi les performances environnementales que l'on peut approcher par d'autres indicateurs en termes d'utilisation des pesticides ou de produits phytosanitaires, que l'on va combiner avec les techniques d'évaluation d'impact, à savoir les régressions par discontinuité ou les méthodes de définitives, qui nous permettront d'évaluer l'effet causal de ces politiques publiques-là sur les différentes performances à l'étude. Donc, en termes de résultats préliminaires, évidemment, donc, la thèse est toujours en cours. Donc, là, pour le premier chapitre, donc, on essaie justement de vérifier le bon ciblage de ces mesures agro-environnementales-là. Donc, avec l'idée de vérifier l'existence d'effets d'aubaine. Donc, on parle d'effets d'aubaine, notamment lorsqu'on est face à une situation où les agriculteurs sont payés pour adopter des pratiques qu'ils auraient adoptées même en l'absence de la politique. Cela veut dire qu'on paye les agriculteurs pour faire quelque chose qu'ils auraient déjà fait ou qu'ils avaient déjà l'intention de faire, même si on n'avait pas mis en place la politique. Pourquoi cela est important? Parce que si tel est le cas, si on est en train de payer les agriculteurs à adopter des pratiques qu'ils avaient déjà l'intention de faire, donc cela questionne l'additionnalité de la politique publique mise en place et donc la réduction de l'impact néfaste de l'agriculture sur l'environnement. Donc pour cela, on utilise les frontières de production stochastique pour calculer les efficacités et la régression logistique basée sur la pénalité à la FIF qui nous permettent de prendre en compte le faible nombre de participants à ces mesures agro-environnementales. Et en termes de résultats, ce qu'on en a pour l'instant, c'est un effet positif de l'environnement sur la participation à ces aménagements-là seulement pour les personnes qui sont déjà efficaces. Cela veut dire que plus une personne est efficace ou est performante économiquement, plus cette personne-là aura une plus grande probabilité d'adopter les mesures agro-environnementales pour réduire son impact sur l'environnement. Donc, si l'exploitation est performante au niveau environnemental, mais n'est pas performante au niveau économique, il n'aura aucune incitation à participer à ces mesures mises en place par l'Union européenne. Donc, le problème avec ces résultats-là,
c'est les agriculteurs qui ne sont pas efficaces sur le plan environnemental, c'est-à-dire les agriculteurs qui polluent le plus. Ces agriculteurs qui polluent le plus, donc qui ont un impact néfaste grandissant sur l'environnement, n'ont aucune incitation à rejoindre les mesures agro-environnementales et à réduire leur impact négatif sur l'environnement. Donc, l'explication que l'on peut donner notamment à ces résultats-là est justement le fait que les mesures agro-environnementales impliquent des changements de pratiques qu'ils ne sont pas encore prêts à adopter, ou encore ces mesures-là qui visent notamment à compenser les coûts reliés à ces changements de pratiques-là n'offrent pas des subventions, donc des compensations financières à la hauteur des coûts, de sorte à ce que les agriculteurs qui polluent le plus aient, encore une fois, plus d'incitation à rejoindre ces mesures agro-environnementales. Donc, en termes de deuxième chapitre, on veut étudier l'effet causal de ces paiements verts-là sur les conditions économiques et financières des agriculteurs. Donc, l'idée est d'évaluer l'effet propre de ces aides-là sur l'environnement, mais aussi de vérifier la pertinence et la mise en œuvre de ces aides, étant donné que l'objectif des paiements verts, c'est d'améliorer à la fois les performances économiques et les performances environnementales. Donc, on a utilisé encore une fois les frontières de production stochastique pour calculer les performances économiques et environnementales. Et la méthodologie utilisée présentement, c'est la régression par discontinuité. Donc, on a deux discontinuités autour de 10 hectares de terres arables et autour de 30 hectares de terres arables. Donc, on a ceux qui ont plus de 10 hectares de terres arables et qui ont au moins deux cultures au sein de l'exploitation et la culture principale qui ne représente pas plus de 75% peuvent bénéficier de ces aides. Et si les agriculteurs ne respectent pas ces conditions-là, ils n'auront pas droit à ces aides de paiement vert. Donc, la mise en place de la politique a créé une discontinuité que l'on est en train d'exploiter. Et donc, on compare les exploitations qui sont autour de 10 hectares, qui se ressemblent à peu près et qui ne se différencient que par l'obtention de ces paiements verts-là pour mesurer l'effet causal des subventions sur les performances économiques et environnementales. Donc, les résultats nous montrent que pour l'instant, on a quelque part une amélioration en termes environnementaux, notamment tout ce qui concerne la diversité culturelle pour les exploitations autour de 10 hectares. Et on n'a pas d'effet pour les exploitations qui se trouvent autour de 30 hectares. Donc, sur le plan environnemental, cela ne concerne que les exploitations de 10 hectares. Et sur le plan économique, on a une absence d'effet de ces paiements verts-là sur les performances économiques et sur les performances économiques de ces deux types d'exploitation. Donc, en termes de conclusion que l'on peut dégager pour l'instant, c'est qu'on a quelque part un problème de ciblage pour les mesures de politique publique qui visent à réduire l'impact négatif de l'agriculture sur l'environnement et qu'on a potentiellement un effet négatif positif sur l'environnement dans certaines situations, même si cet effet-là paraît pour l'instant faible. Mais cependant, on n'a pas une amélioration des conditions économiques des exploitations agricoles qui se trouvent en France et qui bénéficient de ces aides. Merci beaucoup de votre attention et c'était tout pour vous. Merci beaucoup à vous, Tierno Bokar, pour cette présentation. C'est pas évident de faire tenir une thèse en 15 minutes, mais vous avez réussi, donc merci. On va directement enchaîner avec la deuxième thèse de Frédéric Ouedraogo. Frédéric, je vous laisse la parole. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Ouais, c'est bon, on le voit. Ok. Donc, bonsoir à tous. Et moi, c'est Frédéric Ouedraogo. Je suis doctorant en troisième année en géochimie et écotoxicologie à l'Université de Bordeaux. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du statut du cuivre en viticulture. Donc, ma thèse porte sur ce sujet-là et plus précisément sur le côté pollution du cuivre dans les sols viticoles. Donc, déjà, c'est quoi la viticulture? La viticulture, c'est la culture de la vigne, donc avec pour produit fini le vin. Je pense que beaucoup d'entre nous doivent aimer ce produit-là.
Et la France fait partie des plus grands producteurs de vin au monde. Donc, la France est le deuxième plus grand producteur avec autour de 43 millions d'hectolitres par année. Donc, les dernières statistiques datent de 2016. Il faut savoir que dans les années 1800, il y avait beaucoup d'échanges de matériels végétaux entre les États-Unis et la France. Et c'est au cours de ces échanges-là qu'il y a eu une importation d'un champignon dévastateur dans les vignes françaises qu'on appelle le mildiou. Donc, le mildiou, c'est la maladie qui est causée par le champignon qui est appelé scientifiquement le Plasmopara viticola. Donc, c'est un champignon qui va infester les feuilles et les fruits de la vigne en provoquant ce qu'on appelle les taches d'huile. Et au final, cela va jouer sur les rendements agricoles. Et il semble même qu'au cours du 19e siècle, les rendements ont été baissés de 90% liés à l'épidémie du mildiou dans les vignes. Donc, cette épidémie qui est arrivée au cours de ce 19e siècle-là était un réel problème pour les viticulteurs qui n'arrivaient plus à rentabiliser leur culture. Et alors, comme un messie, il y a un monsieur qui fait une découverte très intéressante. Donc, c'est monsieur Alexis Milliardet, qui est un botaniste bordelais, qui a découvert au cours de ses recherches les propriétés antifongiques du cuivre. En fait, il a remarqué que lorsque on pulvérisait le cuivre sur les végétaux, donc sur les vignes, ces vignes-là étaient beaucoup plus résistantes lors des attaques de mildiou, lors des épidémies de mildiou. Et c'est ainsi qu'en creusant un peu plus ses recherches, il a découvert que le cuivre avait un réel effet protecteur des vignes contre le mildiou. Et donc, ce monsieur-là est depuis très honoré dans la ville de Bordeaux. D'ailleurs, pour ceux qui habitent à Bordeaux, si vous partez au niveau du jardin public, il y a une statue qui a été érigée en son nom et où c'est marqué qu'il y a une reconnaissance de la filière là, par rapport à ce monsieur. Et donc, le cuivre a été découvert, les propriétés antifongiques du cuivre ont été découvertes à partir d'une formulation qu'on appelle aujourd'hui la bouillie bordelaise. Donc, la bouillie bordelaise, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est cette poudre bleue-là, cette poudre bleue qui est vendue dans les grandes surfaces dans ce genre de conditionnement et qu'on va diluer, qu'on va dissoudre dans de l'eau et qu'on va pulvériser au niveau des vignes. Donc, au moment de la reprise du mildiou, donc autour du mois de mai, donc on va pulvériser ce composé-là au niveau des vignes pour le protéger contre les attaques de mildiou. Alors, maintenant, si on essaie de faire un petit point, réglementation. Il faut savoir que depuis la découverte des propriétés antifongiques du cuivre, les viticulteurs ont vraiment pulvérisé de grandes quantités au niveau des vignes, donc pour pouvoir avoir un effet protecteur plus important. Si bien qu'entre-temps, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes d'accumulation des cuivres dans les sols. Il y a eu des problèmes de toxicité parce que, étant un composé chimique, évidemment, on peut s'attendre à ce que ce cuivre-là ne soit pas sans danger dans le sol. Et donc, les autorités, entre-temps, ont mené des études et ont dû réglementer l'application du cuivre dans les exploitations agricoles. Donc, en 2003, cette exploitation-là, cette réglementation-là était à 8 kg par hectare et par an. Et en 2006, elle est passée à 6. Et là, récemment, il y a 2 ans, en 2019, la plus récente réglementation l'a votée à 4 kg par hectare et par an. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un viticulteur qui veut utiliser du cuivre dans son exploitation agricole ne peut pas aller au-delà de 4 kg par hectare d'exploitation et par an. Cependant, l'innovation par rapport à cette réglementation-là, c'est que maintenant, on peut faire ce qu'on appelle le lissage sur 7 ans. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste à ne pas utiliser plus de 28 kg par hectare au cours des 7 ans. Parce que si vous divisez cette quantité-là par 7, vous allez retomber sur les 4 kg par hectare et par an. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? Parce que
les épisodes de mildiou, donc les épisodes d'épidémie, ne proviennent pas au même moment au cours d'un cycle. C'est-à-dire qu'en 2020, par exemple, il peut y avoir un important épisode de mildiou, donc avec de fortes attaques du champignon, et l'année suivante, il y en a moins. Donc, c'est pour pouvoir permettre aux viticulteurs de pouvoir l'utiliser en fonction donc des épisodes épidémiques. Alors, donc je vous ai exposé le problème qui provient du fait que les viticulteurs vont utiliser du cuivre dans leurs exploitations pour pouvoir les protéger contre les champignons. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer, c'est qu'à force d'utiliser le cuivre dans les exploitations, il va finir par s'accumuler au niveau des sols. Et le problème avec le cuivre, c'est que c'est un composé qui ne se dégrade pas. Donc, ce n'est pas comme les autres composés organiques. Le cuivre est un composé minéral, donc il va rester inerte dans le sol. Bon, pas inerte, il va très difficilement se transformer. Donc, il va se stocker au niveau du sol. Et là, si vous regardez au niveau de la carte de gauche, donc c'est la carte qui répertorie les concentrations de cuivre dans les sols français. Et ce qui est intéressant à remarquer ici, donc les points les plus gros représentent donc les concentrations les plus importantes. Ce qui est intéressant à remarquer ici, c'est que les concentrations les plus importantes vont correspondre aux régions viticoles, aux principales régions viticoles françaises, notamment ici avec le Bordelais, le Languedoc-Roussillon, etc. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que l'exploitation du cuivre dans la viticulture a fini par provoquer une forte accumulation du cuivre dans les sols viticoles. Et donc, ça fait poser des questions. Alors, maintenant, si on essaie de faire un peu de chimie, le cuivre, lorsqu'il va se retrouver dans le sol, il va interagir avec plusieurs constituants du sol. Donc, un sol c'est constitué de plusieurs choses. C'est constitué de ce qu'on va appeler la matière organique. La matière organique, c'est quoi? C'est tout ce qui est les résidus végétaux, les résidus animaux, les composts, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle les argiles, qui sont les particules les plus fines d'un sol. Nous avons aussi les oxydes. Les oxydes, ce sont les constituants qui vont donner la couleur à un sol. Donc, le cuivre, une fois qu'il va se retrouver dans le sol, il va interagir avec la matière organique. Il va interagir très fortement avec la matière organique, il va interagir avec les argiles et il va interagir avec les oxydes. Alors, maintenant, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est que tout à l'heure, on a parlé des concentrations totales dans les sols français. Cependant, ce qu'il faudrait savoir, c'est que le cuivre, lorsque vous prenez une quantité totale de cuivre, il y a une toute petite quantité de cette quantité-là qui sera toxique, qui sera nocive. Et ça fait appel à ce qu'on appelle la disponibilité. Donc, la disponibilité du cuivre, c'est la fraction du cuivre qui va pouvoir être toxique pour les êtres vivants, pour les plantes, pour les animaux, etc. Et lorsque vous regardez le premier graphique de droite, on voit qu'il n'y a pas de relation entre le cuivre disponible et le cuivre total dans les sols. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que je prends un sol. Ce sol-là, il est très contaminé au cuivre. J'ai une grande quantité de cuivre total dans le sol. Cependant, même ayant une grande quantité de cuivre dans le sol, il se peut que ce sol-là ne soit pas toxique. Pourquoi? Parce que sa concentration disponible est peut-être faible. Et dans le même sens, je peux avoir un sol qui a une toute petite concentration totale dans le sol, mais qui peut être toxique pour les plantes. Pourquoi? Parce que ce sol-là, même ayant une petite quantité de cuivre total, a quand même une grande quantité de cuivre disponible. Donc, c'est vraiment, ici, il y a lieu de pouvoir faire la différence entre le cuivre disponible et le cuivre total. Et le schéma plus bas, donc à droite toujours, ici, on montre qu'il y a un lien entre la disponibilité du cuivre et le pH. Le pH, c'est quoi? C'est la variable qui va permettre d'estimer l'acidité d'un sol. Et là, par exemple, on voit que plus un sol est acide, plus on a de cuivre disponible. Plus ce sol sera basique, moins on a de cuivre disponible. Alors, le cuivre, lorsqu'il s'accumule dans le sol, donc il s'accumule dans le sol, on a aussi une forte quantité disponible
Lorsqu'on a ces deux conditions-là, on peut observer des phénomènes de toxicité. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le cuivre peut interagir avec plusieurs constituants dans le sol et cette quantité disponible qui va rester va finir par devenir toxique pour les plantes qui poussent dans le milieu. Et là, par exemple, c'est une photo qui a été prise dans une parcelle et on voit que les taches jaunes-là, c'est du blé, hein, les taches jaunes-là correspondent à des endroits où le cuivre s'est beaucoup accumulé et finalement les plantes de blé qui poussent n'arrivent pas à avoir une couleur normale. Donc ça, ce sont typiquement des phénomènes de toxicité. Et par rapport au graphe de droite, alors le cuivre, il faut aussi savoir que c'est un élément qui est essentiel pour les êtres vivants, c'est-à-dire qu'on en a besoin pour notre métabolisme, mais à une certaine concentration. Et lorsqu'on dépasse cette concentration-là, le cuivre commence à devenir toxique. Et là, en l'occurrence, on voit que à partir de 15 à 30 mg par kilo, dans les plants de blé, le cuivre commence à devenir sérieusement toxique. Alors, le cuivre dans le sol, même si nous avons une forte concentration, on peut quand même essayer des techniques pour le remédier, soit pour le faire sortir du sol, soit pour le stabiliser dans le sol. Et en l'occurrence, il y a une technique qu'on appelle la phytoextraction, donc qui consiste à utiliser des plantes spécifiques pour faire sortir le cuivre qui est dans le sol. Donc, ça se dérive en plusieurs sous-techniques. Il y a la phytostabilisation, la phytoextraction, la phytovolatilisation et la phytodégradation. Une deuxième technique qui est souvent utilisée, tout à l'heure, je vous ai dit que la disponibilité du cuivre va dépendre de l'acidité du sol. Et donc, certains viticulteurs vont épandre de la chaux donc dans le sol afin de pouvoir remonter le pH, donc afin de pouvoir supprimer l'acidité du sol pour que le cuivre devienne moins disponible. Et comme il est moins disponible, il est donc moins toxique pour les plantes. Donc, soit de la phytoextraction, soit du chaulage. Et là, ici, on voit sur la photo un exploitant qui est en train d'épandre de la chaux sur ses sols. Alors, donc là, je viens de vous présenter la problématique liée au cuivre dans les sols. Maintenant, moi, en ce qui me concerne, qu'est-ce que je fais? Alors, déjà, mes objectifs de thèse sont de trois types. Donc, le premier objectif, c'est de prendre plusieurs sols et d'essayer de caractériser la disponibilité de cuivre dans ces sols-là. Le deuxième objectif, c'est de comprendre en quoi les pratiques agronomiques vont jouer sur la disponibilité du cuivre. Quand je dis pratique agronomique, de quoi s'agit-il? Par exemple, le fait d'apporter du compost dans un sol, comment est-ce que cela va jouer sur la disponibilité du cuivre? Et le troisième objectif, c'est en lien avec les changements climatiques. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ce cuivre qui est déjà accumulé dans les sols-là, qu'est-ce qu'il va devenir dans les prochaines années? Donc, l'objectif, c'est étudier les facteurs, donc les variations de température, sur la disponibilité du cuivre. Donc, concrètement, en quoi cela consiste? Donc, je pars dans des vignes et je récolte du sol que je ramène en laboratoire et je fais toute une batterie de tests sur ces sols. Donc, par exemple, pour l'objectif lié au changement climatique, donc je récolte mon sol, je le mets dans des bocaux que vous voyez ici au niveau de la deuxième photo et je le mets au niveau d'une machine ici qu'on appelle un incubateur. Donc, au niveau de l'incubateur, je peux régler les températures. Donc, je peux voir en fonction des températures comment est-ce que cette expérimentation-là va jouer sur la disponibilité de mon cuivre. Et donc, pendant que je fais ça, je peux suivre mon cuivre à l'aide de plusieurs techniques tout au long de mon expérience. Donc, les premiers résultats que j'ai obtenus, donc, qui ont fait l'objet d'un papier qui a été publié récemment. Donc, par rapport à ce papier-là, la question c'était, est-ce que le fait de prendre en compte la matière organique permet d'améliorer la connaissance qu'on a sur le comportement du cuivre? Et là, alors, ceux qui connaissent un peu ce qu'on appelle la régression linéaire multiple, ici, nous avons deux graphes. Donc, l'objectif ici, c'est prédire donc, la disponibilité du cuivre. Donc, en gros, plus les points sont resserrés par rapport à la première bissectrice, mieux est la prédiction. Donc, plus les points sont resserrés.
par rapport à la première bisectrice en rouge ici, mieux est la prédiction. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que sans la matière organique, donc sans tenir en compte la matière organique, je fais une prédiction qui est plutôt moyenne. Par contre, au niveau du deuxième graphe, lorsque je prends en compte les indices, les propriétés de la matière organique, je vois que je prédis beaucoup mieux la disponibilité de mon cuivre dans le sol. Et donc, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est prendre en compte la matière organique permet de mieux comprendre la dynamique du cuivre. Et cela va dans le sens de travaux précédents qui ont été réalisés et qui avaient montré que le cuivre avait une forte affinité pour la matière organique dans les sols. Donc, pour conclure cette présentation, je pense qu'il faudrait dire que le devenir du cuivre, se poser des questions sur le devenir du cuivre dans les sols viticoles est une question qui est plutôt légitime. Parce que dans certains sols en France, nous avons des concentrations qui sont vraiment importantes. Donc, il est nécessaire que l'on se pose la question, qu'est-ce que ce cuivre-là va devenir plus tard, avec les différents changements que l'on observe, les changements environnementaux que l'on observe. Et aussi, les pratiques agronomiques vont avoir un réel impact sur la disponibilité du cuivre. Apporter du compost, par exemple, faire du chaulage, par exemple. Donc, ces pratiques-là vont jouer sur la disponibilité du cuivre et il faut en prendre compte. Et en troisième point, j'aimerais dire que il serait intéressant de continuer à étudier des alternatives, soit pour remplacer le cuivre en viticulture, donc trouver des composés qui seraient un peu moins dangereux, et aussi étudier aussi des techniques de dépollution pour soit pour stabiliser le cuivre qui est dans les sols, soit pour diminuer sa concentration. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc, pour ceux qui souhaitent continuer la discussion, je suis sur LinkedIn, vous pouvez m'envoyer un mail aussi, et si vous avez des questions, ça sera avec un plaisir que je répondrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric. J'espère qu'on aura un temps, enfin on aura un temps même c'est sûr, pour poser quelques questions par la suite. Mais d'abord on va écouter donc notre dernier thésard, Arnaud Lamy. On vous écoute pour la troisième thèse. Je pense qu'il faut juste que... Ah, c'est bon. Après. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Super. Bon, bah, je vais pouvoir commencer. Donc, bonsoir à tous. Donc, je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour cette invitation et je suis très honoré de pouvoir présenter ma thèse dans ce cadre de séminaire. Donc, je vais vous présenter mon sujet de thèse qui s'intitule à ce jour « Alimentation végétale et animale en restauration, représentation des professionnels et adaptation du secteur aux enjeux de durabilité ». Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement me représenter et présenter les structures dans lesquelles je réalise ma thèse. Puis je vous présenterai plusieurs éléments de mon sujet de thèse, c'est-à-dire le cadre contextuel et thématique, le cadre théorique, les questions de recherche principales et les travaux en cours. Donc quelques mots sur mon parcours jusqu'à l'entrée en thèse, afin de montrer que le chemin vers la thèse, ce n'est pas toujours une ligne droite. Donc après le bac, j'ai obtenu un BTS en diététique. Après, j'ai travaillé dans le milieu hospitalier avant de reprendre mes études dans un parcours de sciences sociales appliquées à l'alimentation, qu'on pourrait appeler aussi Food Studies. Après ce master, j'ai eu une première opportunité professionnelle au sein de l'INRAE à Montpellier. L'INRAE, l'Institut de recherche agronomique. Et cette expérience, ça m'a conduite à ma thèse que j'ai pu co-construire avec deux chercheuses en sciences de gestion du laboratoire Moïsa et en association avec le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Donc aujourd'hui, je suis en fin de première année de ma thèse, qui est une thèse CIFRE. Donc c'est-à-dire que j'ai un financement de 3 ans par mon employeur qui est l'Institut Paul Bocuse. Mon laboratoire de rattachement, c'est toujours Moïsa. Moïsa, c'est l'acronyme de Montpellier Interdisciplinary Center on Sustainable Agri-Food System. Il s'agit d'un laboratoire qui réunit des chercheurs de l'INRAE, mais pas que, également de l'école d'agro de Montpellier, de l'IRD et du CIRAD. Les principales
disciplines, c'est les sciences de gestion, l'économie, la nutrition publique, et on a à peu près 25 doctorants. Et un mot sur l'Institut Paul Bocuse. Donc, il s'agit d'une école de management des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et depuis 2008, elle a son propre centre de recherche avec 8 thèses qui sont en cours aujourd'hui et 3 axes de recherche principaux qui sont la nutrition, les sciences cognitives et les sciences sociales dans lesquelles se positionne cette thèse. Donc, à présent, je vais vous parler un peu de ma thèse. Donc, pour commencer, le cadre contextuel et thématique de cette recherche. Donc, le premier point est de resituer cette thèse dans des enjeux plus globaux, car celle-ci, elle s'inscrit à la croisée de différentes situations. La durabilité de nos systèmes agricoles et alimentaires, elle est remise en cause du fait de la croissance de la population mondiale et des impacts agricoles intensifs. Donc, il existe une certaine convergence scientifique aujourd'hui sur le fait qu'une alimentation durable, pour les pays occidentaux, elle devrait limiter la consommation de produits d'origine animale au profit de produits d'origine végétale. Le second point, c'est de s'intéresser au secteur industriel du tourisme et de l'hôtellerie-restauration, qui a cru rapidement ces dernières années. Or, le secteur est une partie prenante du système agricole et alimentaire. Et en ce qui concerne plus particulièrement la restauration, les analyses de cycle de vie montrent que les impacts environnementaux, que l'impact environnemental dans la restauration le plus important se situe au niveau des approvisionnements, donc en lien avec les impacts agricoles précédemment cités, donc finalement réside dans la conception des menus. Donc ça donne finalement aux gestionnaires de restaurants et aussi aux cuisiniers une certaine responsabilité dans la transition vers des régimes alimentaires plus durables. Mais ces cuisiniers doivent également s'assurer de satisfaire les besoins et les demandes de leurs clients. Donc, pour ce faire, ils peuvent avoir un panorama d'actions pour aller vers une alimentation plus durable. On peut citer l'adaptation des quantités de viande, mais aussi favoriser des produits de l'agriculture biologique, des produits de saison, des produits plus frais, des approvisionnements plus locaux. Mais finalement, en termes de réduction significative des impacts environnementaux, l'adaptation de la viande reste la mesure la plus pertinente. Donc, continuons à évoquer ce niveau intermédiaire d'études qui est la restauration. La restauration commerciale aujourd'hui en France représente 7% des consommations alimentaires. Il s'agit d'un contexte alimentaire qui est particulier, avec les restaurants qui sont des lieux d'interaction sociale entre clients et personnel de restauration, et qui peuvent prendre la forme de jeux de pouvoir et prendre même le pas sur les actes alimentaires eux-mêmes. Les apports alimentaires provenant des repas en restauration qui se distinguent par ailleurs des repas pris tous les jours, avec plus de consommation de viande, plus de produits sucrés et plus de matières grasses consommées. Les travaux qui portent sur les choix des consommateurs en restauration, ils insistent sur certains déterminants principaux qui sont la qualité et la valeur de l'offre alimentaire. Cependant, on retrouve une grande variation selon le type de restauration. Et si on prend par exemple la restauration rapide, un des déterminants va être la praticité. Les choix des consommateurs, ils varient finalement de façon importante selon les occasions de consommation, les temporalités, les environnements et les expériences passées. Donc pour les travaux de cette thèse, nous faisons le choix de nous restreindre au secteur de la restauration commerciale traditionnelle à table, ce qui exclut la restauration collective et la restauration rapide. J'en viens à présent à la question de la consommation de viande. Donc, le premier point, c'est l'adaptation de la consommation de viande. C'est un point important pour répondre aux enjeux de durabilité alimentaire précédemment évoqués. Par rapport au fait que la production animale, et particulièrement celle des ruminants, est responsable d'une surexploitation des ressources et elle constitue la principale source d'émissions de gaz à effet de serre en agriculture. Elle est sujette à débat sur le plan du traitement vers les animaux. Et en termes de consommation, une consommation excessive peut entraîner des conséquences en termes de santé. Il faut cependant garder en tête que la viande, elle conserve des symboliques qui sont très fortes. Le produit, il porte des ambivalences sur le rapport à la vie, à la mort, dans le rapport à la santé. Il peut être considéré comme un aliment de luxe, d'abondance. Il a une dimension religieuse, une dimension sociale, une dimension genrée.
Et finalement, il en ressort quand même une forte centralité de la viande dans la cuisine à la fois occidentale, mais aussi la cuisine française. Les quantités de viande consommées en France, elles suivent une tendance qui est légèrement descendante depuis les années 2000, mais celle-ci, elle est contrastée selon les types de viande. Et de plus, concernant les postes dans les budgets alimentaires des ménages français, la viande conserve la première place. Finalement, il existe un enjeu assez spécifique autour des questions de la consommation de viande en restauration. Donc, des travaux récents montrent que la probabilité de consommer de la viande, elle est plus importante au restaurant qu'au domicile. Aussi, une partie des approches et des études qui visent à réduire la consommation de viande sont testées directement dans des contextes de restauration. Donc, on a deux grandes familles d'approches qui sont mises en avant, celles qui jouent sur le comportement conscient des consommateurs, sur le fait d'augmenter son niveau de connaissance, sur le fait d'utiliser des labels, par exemple, et des approches qui adaptent l'environnement de choix du consommateur. Donc, ça va être le fait, par exemple, de proposer des options végétariennes par défaut, de la viande en option, de jouer sur la visibilité de l'offre, sur son prix, sur l'ordre des plats sur une carte. Donc, la grande majorité des études actuelles, elles s'intéressent principalement à une seule catégorie d'acteurs, qui est le consommateur, alors que finalement, d'autres acteurs nous semblent pertinents à étudier. Donc, pour terminer ce contexte, quelques éléments sur ces acteurs au cœur de cette thèse, qui sont les chefs et les cuisiniers, qui sont des acteurs centraux vis-à-vis des enjeux alimentaires durables en restauration. Les chefs et les cuisiniers, ils ont connu une évolution professionnelle assez importante au cours des derniers siècles, en passant de la domesticité à l'entrepreneuriat. Et ils sont aujourd'hui, pour une frange d'entre eux, des figures qui sont reconnues et écoutées sur les questions liées à la restauration, mais même au-delà, par exemple sur les questions de production locale. Et quelques figures qui masquent finalement la diversité de la profession, qui travaille majoritairement en restauration collective, et certaines difficultés socio-professionnelles du métier. Donc pour cette thèse, nous souhaitons pouvoir interroger une diversité de cuisiniers, donc s'intéresser à des cuisiniers, à des chefs, à des grands chefs, mais ne pas se limiter qu'aux chefs les plus visibles de la restauration étoilée, par exemple. Alors, ce qui ressort en synthèse de ce contexte, c'est cette question de départ qui est de comprendre comment les cuisiniers se positionnent dans la transition alimentaire et protéique. Ces cuisiniers qui sont finalement pris entre deux feux, d'une part une culture alimentaire qui est tournée vers la consommation de viande et des enjeux alimentaires durables. Donc, nous souhaitons comprendre les modalités d'adaptation possibles en restauration pour ces chefs et ces cuisiniers. Donc, à présent, je vais évoquer brièvement le cadre conceptuel qui a été choisi pour réaliser ces travaux. Donc, nous souhaitons étudier comment les chefs et les cuisiniers perçoivent les produits protéiques animaux et végétaux dans le contexte de restauration. Pour ce faire, nous souhaitons mobiliser le cadre conceptuel de la théorie des représentations sociales, qui est issu des travaux en psychologie sociale de Moscovici. Donc, on considère la représentation comme un ensemble d'informations, de croyances, d'opinions, d'attitudes autour d'un objet, un ensemble qui est finalement socialement élaboré et partagé au sein d'un groupe. La représentation, elle a plusieurs fonctions, comme par exemple d'orienter et justifier des conduites, mais aussi de participer à la construction d'une identité sociale en lien avec un système de normes et de valeurs partagées. La théorie des représentations sociales, elle a connu plusieurs développements. Il y a deux qui nous intéressent particulièrement. Le premier, celui de la théorie du noyau central, qui a été développé par Abric et qui permet d'étudier la structure des représentations. Donc, on distingue d'une part les éléments centraux des représentations, qui sont des éléments stables, qui sont fondateurs de la représentation, et les éléments périphériques, qui, eux, permettent plutôt de comprendre la représentation dans un contexte. Les éléments centraux sont intéressants parce qu'ils sont finalement plus susceptibles de résister au changement et de conditionner les comportements. Deuxièmement, les travaux de Paula Castro sur la dimension conflictuelle des représentations, qui finalement ne sont pas toutes institutionnalisées et égales et qui peuvent suivre différentes natures, des représentations hégémoniques ou des représentations polémiques, par exemple. Donc, par rapport à ce cadre théorique, il en découle une problématique pour la thèse qui est de déterminer
à partir de leur système de représentation, comment et par leur offre, les chefs cuisiniers se positionnent comme acteurs de la transition alimentaire durable, et ce, compte tenu de leur représentation des aliments protéiques et de l'identité culinaire de leur restaurant ou de ce qui ressort de leur plat. Donc, toujours en relation avec le cadre théorique, voilà quelques questions auxquelles la thèse s'attachera de répondre. C'est pour les chefs cuisiniers par rapport à leur représentation de la cuisine française traditionnelle, est-ce que la viande est un élément central? Qu'est-ce qu'il en est pour un plat sans viande également? Parallèlement, par rapport à leur représentation envers une alimentation durable, est-ce que la réduction de la consommation de viande est un élément central? Et est-ce qu'il existe des représentations conflictuelles entre la cuisine durable vis-à-vis de la cuisine traditionnelle française? Et quels peuvent être les impacts de ceci sur les intentions d'action des chefs vis-à-vis de l'offre en viande? Donc, je vais rapidement vous présenter les travaux de recherche en cours. Donc, un premier travail en cours qui est une constitution d'une revue de littérature qui vise à examiner les études qui traitent de la place de la viande dans les systèmes de restauration hors foyer, en identifiant à la fois les acteurs qui sont ciblés, les interventions, les choix proposés, quels sont les résultats et quels sont les cadres conceptuels qui soutiennent ces recherches. Le second travail de recherche en cours repose sur des enquêtes qualitatives, donc une enquête exploratoire par entretien qui devrait démarrer très bientôt et dont l'objectif est de donner des premiers éléments sur les représentations des chefs. Et elle s'adresse à des cuisiniers en exercice, mais également à des chefs formateurs, à des cuisiniers en devenir, de l'Institut, mais pas que. Donc, il s'agira d'une étude par entretien semi-directif, à partir d'un guide d'entretien qui traite de l'évolution générale de la restauration et du rapport à la viande. Et à ce stade, il est envisagé de réaliser une analyse thématique à partir de cette enquête. En complément des enquêtes par entretien, une enquête par observation est également envisagée, in situ au sein de l'Institut Paul Bocuse, et l'objectif sera d'étudier les interactions autour de la place de la viande dans la cuisine au sein même des cours. Donc, j'en ai terminé pour ma présentation. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je me tiens à votre disposition pour toute question ou précision, et je vous ai laissé aussi mon mail, et vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. Merci beaucoup Arnaud. Voilà, donc merci à tous les trois en fait de vous être pliés à ce jeu qui n'était pas évident de présenter une thèse en 15 minutes. On a donc beaucoup d'éléments, c'est très intéressant parce qu'en plus on part vraiment de la production agricole et on va jusque dans l'assiette des plus grands restaurants, donc on a vraiment tous les pans de l'alimentation. Donc on va pouvoir passer aux questions du coup, pour ceux qui en ont. Alors il me semble qu'il y a déjà plusieurs questions. Alors, il y en a une qui est apparue pendant votre intervention pour Monsieur Ouedraogo. Donc, la question était, avez-vous projet d'étudier ou avez-vous connaissance de l'existence de certains micro-organismes du microbiote, c'est-à-dire ensemble des micro-organismes, des vignes, qui pourraient potentiellement influer sur la concentration en fer du sol? C'est une bonne question, c'est une question qui est intéressante. Alors, tout à l'heure, j'avais montré que la matière organique était importante pour comprendre le comportement du cuivre. Alors qu'on sait que dans les sols, les bactéries vont fortement dégrader cette matière organique-là. Donc, ils vont la manger et la transformer en petites molécules. Donc, oui, il y a un lien entre l'activité des bactéries, donc l'activité du microbiote du sol et le comportement du cuivre dans le sol. Je pense que la personne a voulu dire cuivre au lieu de fer. Oui, il y a un lien entre les deux. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'analyser les résultats d'une manip que j'ai faite précédemment où j'avais incubé des sols. Donc, c'est-à-dire que j'avais boosté l'activité microbienne afin de pouvoir voir l'impact sur la dynamique du cuivre. Donc, on s'attend à voir ce qu'on en tirera comme résultat. Merci. Une autre question pour vous, toujours Monsieur Ouedraogo. Les êtres vivants du sol, hors végétaux, influent-ils sur la disponibilité du cuivre dans le sol? Si oui, comment? Y a-t-il des populations pour qui cette concentration élevée du cuivre est-elle bénéfique? Et si oui, cela pourrait être une solution pour remédier à cette forte concentration.
Ça fait beaucoup de questions. Vous pouvez les retrouver dans le chat si jamais. Alors, la première question, c'était est-ce qu'il y a des êtres vivants qui vont influer sur le comportement du cuivre, c'est ça? C'est ça. Ok, oui, donc ça se rapporte à ce que je viens de dire. Les êtres vivants qui vont jouer sur le comportement du cuivre, ce sont surtout les bactéries. Pourquoi? Parce que les bactéries, il faut imaginer que le cuivre et la matière organique sont très liés dans le sol. Et donc, les bactéries vont dégrader la matière organique. En dégradant la matière organique, ils vont dissocier le cuivre et la matière organique et donc, quelque part, augmenter la disponibilité du cuivre. Et ça, c'est une hypothèse que l'on fait et on est en train d'analyser une expérience qui a été réalisée. On va voir si les résultats vont dans ce sens. Donc, plutôt les bactéries. Merci beaucoup. Oui. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'ai une petite question, Agnès. Alors, attends, je vais peut-être mettre ma vidéo. Je ne sais pas si on me voit. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci à vous trois parce que vous avez fait des présentations très intéressantes et très pédagogiques. Donc, je vous remercie pour ça. J'avais deux questions, une pour Monsieur Diop et une pour Monsieur Ouedraogo. Je vais commencer par la question peut-être à Monsieur Diop. Je voulais savoir, peut-être vous spécifier, mais je ne l'ai pas entendu si c'est le cas, si vous avez un territoire d'études spécifique pour votre thèse, ou bien si c'est d'une généralité ou sur certains pays en particulier. Voilà. Je voulais savoir si vous aviez un territoire donné. Alors, pour l'instant, je me concentre sur l'ensemble des exploitations agricoles en France. Donc, on utilise principalement, en fait, la base de données RICA, donc, qui est le réseau d'information comptable regroupant presque l'ensemble des exploitations, disons, à taille moyenne et grande. Donc, on utilise l'ensemble de ces exploitations-là et on va après se concentrer sur celles qui adoptent ou pas les mesures pour pouvoir comparer deux groupes avec des caractéristiques similaires. Donc, avec la seule différence étant l'adoption ou pas de la mesure agro-environnementale pour après étudier l'effet causal de ces mesures. Mais pour l'instant, c'est vraiment toute la partie française, tout le territoire français. Ok, je vous remercie. Et donc, j'avais une question pour vous, Monsieur Ouedraogo. Je voulais savoir si vous saviez si la concentration en cuivre avait un impact sur la qualité du vin et donc du coup sur notre consommation par ailleurs. Alors, il y a des études qui ont été menées récemment. Déjà, ce que l'on sait, c'est que le cuivre, il y aura une très faible quantité qui va passer dans le vin. Donc, le cuivre qui est appliqué sur les vignes. Par contre, il semble qu'il y a un impact du cuivre sur la maturation du vin. Au niveau des qualités organoleptiques, il y aura un impact. Mais je ne me suis pas renseigné plus que cela, mais il semble qu'il y a un impact à ce niveau-là. Maintenant, je ne sais pas si l'impact est assez important pour qu'il y ait une vraie différence entre une vigne qui n'a pas reçu du cuivre et une vigne qui en a reçu. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci souvent pour ton intervention. On a une autre question dans le chat pour Monsieur Diop. Est-ce que vous avez prévu des dispositifs en cas de catastrophe naturelle? Prenez-vous cela en compte dans vos évaluations? Alors, les dispositifs en cas de catastrophe naturelle, non. En fait, en tout cas, on n'a pas encore mis en place de dispositifs qui permettent de prendre en compte ces catastrophes naturelles-là. Dans la mesure où ce qui nous intéresse principalement après, c'est l'incitation financière. Mais on suppose, par exemple, que s'il y a des catastrophes naturelles au sein, par exemple, d'une zone géographique, cela va toucher l'ensemble des agriculteurs qui se trouvent aux alentours de cette zone-là. Et nous, on va comparer l'ensemble de ces agriculteurs-là. Et la seule différence, en tout cas, par exemple, concernant les groupes de comparaison, va être l'adoption ou non des mesures agro-environnementales qu'on a mises en œuvre. Le choc naturel, donc à savoir les catastrophes naturelles, va être commun à l'ensemble des agriculteurs qui se trouvent autour de la même zone. Donc, cela va être peut-être pris en compte
à l'intérieur de l'estimation, mais cela ne va pas créer un biais en termes de résultats qui va changer radicalement les effets qu'on aura avec l'estimation des mesures. Donc, je ne sais pas si je réponds parfaitement à la question ou pas. Merci. N'hésitez pas à continuer à réagir soit par chat, soit par oral. Moi, en attendant... Ah, il y a une question. J'allais en poser une, mais... Bon, le temps que la question arrive, j'aurai une question pour Arnaud. Vous avez choisi d'étudier les restos gastronomiques. Je me demandais pourquoi ce choix, sachant que vous parliez de la différence en termes caloriques, notamment de l'alimentation en restaurant par rapport à l'alimentation courante. Quand vous m'avez dit ça, moi j'ai pensé au fast-food et je me suis demandé pourquoi ne pas avoir choisi tout type de restaurants ou des restaurants plus connus justement pour être plutôt polluants, riches en viande, etc. Donc pourquoi avoir choisi les restaurants gastronomiques pour votre étude? Pour votre question. Le premier élément, c'est par rapport à la diversité finalement que représente la restauration aujourd'hui. Comme je l'ai cité, entre la restauration rapide, de la restauration collective ou de la restauration commerciale, il y a déjà une grande diversité et des pratiques qui sont très différentes. Mais même finalement, rien qu'au sein de cette restauration commerciale, finalement, il y a cette restauration gastronomique que vous citez, mais on peut retrouver également de la restauration traditionnelle de type, enfin très axée sur la viande, avec des restaurants, la restauration à table, on peut se retrouver avec des restaurants de burgers ou des steakhouse. Donc finalement, il y aura quand même finalement une diversité de profils de cuisiniers qui exercent dans des établissements où la viande peut avoir une place très importante. Et je pense que c'est effectivement un élément qui va être intéressant à prendre en compte, parce que finalement, oui, entre un restaurant très axé sur la viande et un plutôt gastronomique avec un positionnement plus végétal, il y aura des éléments assez différents. Et c'est le but de la thèse d'investiguer cette diversité. Merci pour votre réponse. Pour Monsieur Ouedraogo, on a encore une question. Est-ce que la complexation du cuivre à d'autres métaux présente le même teneur en toxicité que le cuivre pur? Est-ce que le cuivre complexé à d'autres métaux présente la même teneur en toxicité que le cuivre pur? Non, non, je dirais non, parce que le cuivre pur, c'est un cuivre qui a une grande fraction disponible. Donc, en fait, il faut imaginer que lorsque on met du cuivre pur dans un sol, il est immédiatement disponible. Donc, il peut directement causer des problèmes de toxicité. Par contre, si on laisse un moment, le temps qu'il se stabilise et qu'il se complexe à la matière organique, aux oxydes, etc., en ce moment, on réduit la fraction disponible et on le rend moins dangereux. Donc, la question, c'est oui. La réponse, pardon, c'est oui. Une autre question à nouveau pour Monsieur Lamy, si je ne me trompe pas. Envisagez-vous d'étendre votre étude au niveau des foyers? Merci pour cette nouvelle question. Alors à ce stade, non. Simplement pour une question de limite que la thèse on a une limite temporelle au niveau de la thèse, en particulier avec la thèse CIFRE de 3 ans. Donc le choix a été fait de s'intéresser exclusivement à la question de l'alimentation hors foyer et de s'intéresser exclusivement aux chefs. Et pour une raison principale, c'est que c'était à la fois le secteur moins étudié par rapport au niveau du foyer. Il y a beaucoup d'études qui portent sur cette question de la consommation de viande en foyer, et de s'intéresser aux professionnels plutôt qu'aux consommateurs, une nouvelle fois par rapport au fait que la majorité des études se sont intéressées sur les consommateurs et très peu sur les professionnels. Effectivement, c'est ce changement de perspective que vous mentionniez qui est particulièrement original. Pardon, excuse-moi Agnès. J'avais justement une question en lien avec ça, Monsieur Lamy. Enfin, j'allais poser à peu près la même question. Mais parallèlement à ça, est-ce que vous avez, bien sûr, c'est pas dans le cadre de votre thèse, donc ça sort un petit peu de
ce contexte-là, mais pour projet d'éventuellement comparer ces différentes études que vous mentionnez à la fois qui sont faites auprès des ménages et celles que vous êtes en train de réaliser et que vous allez continuer de réaliser une fois que celle-ci sera terminée, bien entendu, pour disons, avoir une vision plus complète de la problématique et éventuellement trouver non pas des solutions, mais des points de concordance et des explications. Oui, bah, tout à fait. Enfin, effectivement, je pense que c'est important de repositionner tout ça dans plus largement. Et finalement, s'intéresser aux professionnels, ça invite quand même à s'intéresser aux consommateurs parce que finalement, c'est cette offre des professionnels qui est consommée par des consommateurs qui peuvent avoir des attentes. Et pour peut-être rebondir sur l'alimentation du quotidien, ce qui ressort par exemple dans la littérature aujourd'hui, c'est qu'il y a une forte partie de la population qui tend à devenir flexitarienne, même si le terme n'est pas totalement défini et sujet à controverse et polémique. Mais ce qui ressort, c'est que finalement, beaucoup de personnes qui se déclarent flexitariennes vont adopter un régime avec moins de viande dans leur alimentation, mais leur alimentation du quotidien. Et le fait de s'intéresser à la question de la restauration est plutôt intéressant par rapport à ce public-là, parce que finalement, ce sont des personnes, dans certaines études, qui vont consommer plus de viande en restauration que dans leur vie quotidienne. Donc, pourquoi s'intéresser à la restauration? C'est de comprendre si ces personnes consomment de la viande en restauration parce que c'est le moment, le créneau, le plaisir qu'elles gardent pour consommer de la viande, ou est-ce que c'est plutôt qu'elles ne trouvent pas leur bonheur dans les offres, dans les menus, sur la table des restaurants? C'est un des enjeux aussi de relier finalement la thèse à cette alimentation des consommateurs et à une échelle plus globale des repas et de la consommation alimentaire du quotidien. Très bien, merci beaucoup. Je te redonne la parole, Anis. J'aurais une question encore pour vous, Arnaud, dans l'enchaînement là, de ce que vous venez de dire. Je me demandais, vous avez dit que vous feriez une observation des restaurants. Je me demandais quelle posture vous alliez adopter dans cette situation. Est-ce que vous allez vous situer plutôt du côté de la cuisine? Est-ce que vous allez voir aussi du côté des clients pour voir l'interaction entre justement la manière dont peut-être les clients commandent? Est-ce qu'ils négocient un plat végétarien quand il n'y en a pas de disponible? Ce genre d'informations et quelle sera votre posture? Est-ce que vous serez là en tant que sociologue ou est-ce que vous serez là plus incognito pour observer tout ça? Alors, ce qui est prévu pour l'observation, qui sera plutôt un complément des études qualitatives, c'est plutôt une observation au sein de l'école de cuisine, donc de l'Institut Paul Bocuse, parce que finalement, j'ai un beau terrain à disposition, donc autant l'utiliser. Et en termes d'observation, ça serait d'être présent pendant les cours des étudiants. Pas forcément le cours de cuisine, enfin à la fois des cours en cuisine, mais également des cours en salle, et particulièrement ceux qui traitent des techniques de préparation autour des viandes. Donc comprendre quels sont les enjeux autour de ces préparations, quelle place on accorde à la viande dans l'assiette, et aussi, enfin, finalement voir aussi comment les étudiants s'approprient ces notions et comment ils réagissent, comment ils interagissent par rapport à cela. Ce qui a finalement peut-être aussi parfois des décalages chez ces professionnels entre une formation et ce que leurs pairs ont pu apprendre par le passé et des aspirations de ces jeunes professionnels qui veulent parfois changer un peu les pratiques et s'ouvrir vers une cuisine plus végétale. Alors après, il n'y aura pas d'observation pour l'instant en restaurant auprès des consommateurs, mais ça pourrait être vraiment l'objet d'une autre recherche et qui serait assez pertinente effectivement en complément. D'accord, donc c'est en amont sur la construction justement des valeurs autour de l'alimentation. Ok. J'aurais une dernière question pour tous les trois. Je me permets de conclure parce que on a largement dépassé les 1 heure, ce qui est pas grave du tout, c'était super intéressant. Mais du coup, j'en viens à cette question pour tous les trois. C'est de savoir simplement, plus généralement, au niveau de votre thèse, comment vous en êtes venu à vous poser ces questions-là? Comment avez-vous choisi votre thèse?
Et voilà, qu'est-ce qui vous a motivé et est-ce que vous auriez aussi un mot éventuellement à dire aux étudiants qui vous écoutent pour les motiver eux-mêmes à se lancer dans ce genre d'entreprise? Peut-être de commencer par Tierno Bokar. Alors, pour ma part, j'étais assez intéressé par tout ce qui est agriculture, donc le secteur agricole, parce qu'à la base, j'ai suivi une formation en économie du développement au CRD à Clermont-Ferrand. Avec cette formation-là, donc j'avais un background vraiment assez solide en économie. Et étant donné que les questions agricoles m'intéressaient, donc j'ai décidé de poursuivre dans cette voie-là afin de plus me spécialiser. Et donc j'ai eu l'opportunité de voir l'offre de thèse de l'INRAE à Dijon. Et donc c'était un sujet qui me passionnait parce que c'était en rapport justement avec les effets des politiques publiques. Et d'ailleurs, dans mon mémoire, j'avais déjà commencé un peu à analyser les effets de ces politiques-là, donc au niveau assez macroéconomique. Donc, lorsque le sujet a été mis en œuvre, donc ça m'a intéressé. En plus, ça touchait le plan environnemental, donc ce qui est assez actuel en termes de thématiques, ce qui concerne non seulement les pays développés, mais aussi les pays en développement. Donc, il y avait disons, soif de connaissances et puis beaucoup plus pointue en termes d'agriculture qui m'a poussé vraiment à faire la thèse. Et c'est ce qui me permet en ce moment de poursuivre mes recherches concernant la thèse et puis d'essayer d'approfondir ces notions-là pour aller plus à l'essentiel, mieux comprendre comment les décisions de politique économique sont mises en œuvre, quelles sont les conséquences, comment on peut les réajuster, les rendre beaucoup plus efficaces. Et voilà, en fait, pour ceux qui sont assez motivés ou disons assez intéressés par les questions de politique économique, pour moi, la thèse, c'est une opportunité d'approfondir ces questions-là. On est plus dans la recherche, plus dans la documentation, donc plus dans la connaissance et dans l'appropriation de ces politiques-là, et donc forcément dans une meilleure compréhension. Mais ce qui est le plus important après, je pense, c'est les recommandations de politique publique que l'on met en place à travers nos résultats, les conseils que l'on donne, la correction que l'on peut avoir via ces mesures-là pour avoir une amélioration de l'effet et donc une meilleure prise en compte de l'environnement, mais aussi avec une production agricole toujours accrue qui sera bénéfique et pour les exploitations agricoles et pour l'ensemble de la population. Merci. Donc pour vous, oui, il y aura une visée politique en fait à votre thèse. Ouais. Merci beaucoup. Frédéric, peut-être pour répondre à la même question, qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette thèse? Ce qui m'a motivé, alors j'ai fait un master en pollution des sols. Et donc, à la fin de ce master-là, j'avais envie de creuser un peu plus mes connaissances. Et donc, j'ai commencé à postuler à plusieurs offres de thèse. Je voulais travailler dans des thématiques de pollution des sols, peu importe le domaine. Parce que moi, dans mon pays, le Burkina Faso, on a ce problème de pollution lié à l'activité minière. Donc, je voulais travailler dans ce cadre de pollution. Mais je ne m'attendais pas à arriver dans le cadre agricole et même là, dans le cadre de la viticulture. Mais toujours est-il que même dans ce cadre de production de vin, la question à laquelle je m'intéresse, c'est la pollution. Et c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus afin de pouvoir comprendre comment est-ce qu'une pollution se comporte dans le sol et aussi creuser des solutions pour remédier à ce problème-là, éventuellement pour mon pays, le Burkina Faso. Et pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par une thèse, j'ai envie de vous dire que c'est une expérience qui est formidable. On peut voir ici, c'est la thèse qui nous permet de nous regrouper ce soir ici pour parler de nos thématiques. Et aussi, on a l'occasion de creuser une thématique, de pouvoir apporter de nouvelles connaissances sur la table. Et donc, moi, j'ai envie de dire, n'hésitez pas. C'est une expérience qui enrichit humainement, scientifiquement, techniquement et qui est vraiment formidable. Merci beaucoup pour ces mots. Je pense que c'est important parce que c'est pas toujours évident de se lancer là-dedans. C'est un chemin qui est pas toujours facile. Merci beaucoup. Arnaud, peut-être du coup pour répondre à toujours cette même question, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce sujet de thèse? Comment vous en êtes arrivé là?
Alors, comment j'en suis arrivé là, finalement, c'est mon parcours un peu atypique qui m'a mené dans un laboratoire de recherche et qui m'a permis de m'intéresser particulièrement au rapport entre le rapport homme-animal, les questions de consommation de viande qui finalement m'intéressent depuis plusieurs années, et finalement des opportunités qui sont arrivées et qu'il faut saisir au moment où elles sont là finalement. Et cette possibilité de faire une thèse en lien avec l'Institut Paul Bocuse, avec un financement sur un sujet qui m'intéresse. Donc, je pense que dans ces cas-là, il faut y aller, il faut foncer. Par rapport aux conseils que je peux donner par rapport à pourquoi faire une thèse, je rejoins tout à fait mes collègues par rapport au fait de creuser un sujet qui nous intéresse. C'est un exercice personnel, un exercice aussi collectif, parce on peut être très bien entouré de ses directeurs de thèse, de ses camarades doctorants. Ça peut être un exercice difficile aussi, il ne faut pas non plus le cacher. Ça peut être assez compliqué de faire une thèse. Je pense que ça dépend beaucoup des conditions qu'on a pour la réaliser, en termes d'hébergement, de localisation, de financement. Donc ça, c'est des points quand même de vigilance à avoir avant de se lancer. Et bien sûr, après, c'est aussi la suite de la thèse. Quoi faire après sa thèse? Travailler dans le monde de la recherche. Ça peut être, si vous êtes intéressé de travailler dans le monde de la recherche, il faut se lancer, parce que finalement, sans thèse aujourd'hui, c'est assez compliqué de pouvoir accéder à ce milieu. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté d'intervenir ce soir. C'était très, très intéressant. Il y a eu plein d'éléments différents sur des disciplines différentes, des points de vue différents. Donc, je pense qu'on a tous beaucoup appris. S'il y a pas de remarques supplémentaires, on va pouvoir conclure là-dessus. Merci encore. Et on peut vous retrouver tous les trois du coup sur LinkedIn pour ceux que ça intéresse. Il suffit de taper vos noms. Normalement, vous trouvez assez facilement. Si jamais certains sont intéressés, pour les contacter et leur poser plus de questions. Et de notre côté, à Terre, on se revoit le 25 octobre, c'est-à-dire lundi prochain, pour une conférence qui sera en présentiel cette fois-ci. On essaye de faire ça. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, vous avez toutes les informations sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonne continuation, Arnaud et Tierno. Au revoir. Merci à toi aussi, Frédéric. Vous aussi.